voudrais, avant de commencer, dire toute mon émotion d'être là, surtout dans un contexte qui évoque la mémoire de Setsuna Shonga. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à lui. On ne s'est pas souvent rencontrés, mais j'ai suivi son parcours et c'était un honnête homme. Et un homme courageux. Et il a payé de sa vie, ce courage. Et donc je salue Sylvie, qui a elle aussi très courageusement vécu tout cela et qui a fait ça de façon admirable, très posée, hein, sans amertume. Elle a toujours été constructive. Je me rappelle un reportage que vous avez ou un film que vous avez peut-être vu, que la plupart, je suppose, d'entre vous ont vu, d'un film qui a été publié par Alter Ciné, me semble-t-il, à Montréal. Je pense que le réalisateur était Julie Elie. Et ça s'appelait L'homme qui savait. Celui qui savait. Et donc ça c'était Seth, et Siri est très présente dans ce documentaire qui est extrêmement émouvant. Avant d'entamer mon thème, dont vous voyez le titre là, c'est un thème qui ne s'adresse pas spécifiquement au Rwanda. Mais le Rwanda, évidemment, est un des 48 pays de l'Afrique subsaharienne dont je parlerai. Peut-être qu'en fin de présentation, je vais surveiller ma montre, c'est parce que je pense qu'il faut suffisamment de temps pour un échange, et donc je vais limiter ma présentation une petite demi-heure. Donc il sera question de l'Afrique subsaharienne, mais évidemment également du Rwanda. Et avant d'entamer le thème que vous trouvez là, je voudrais reprendre un élément qui a été brillant exposé, d'ailleurs, je trouve, d'Innocent Giluka. Et un thème, il en a abordé plusieurs qui me paraissent suffisamment intéressants et importants pour qu'on y revienne lors de l'échange tout à l'heure. Mais il a évoqué l'aspect institutionnel. Hein. Je suis juriste, donc l'aspect institutionnel m'intéresse, même si je suis devenu de moins en moins juriste, je dois le dire, et ceux qui ont suivi l'évolution dans mes publications savent que je ne produis quasiment plus de droit. Hein. Ma recherche porte sur ce qu'on appelle communément l'histoire immédiate de la région et d'autres thèmes qui n'ont rien à voir avec l'Afrique aussi, d'ailleurs. Mais sur cet aspect institutionnel, il est intéressant de voir, par exemple, comment des cours constitutionnels jouent un rôle dans les phénomènes que nous voyons. Hein. Par exemple, Innocent a rappelé l'arrêt de la Cour constitutionnelle congolaise concernant l'interprétation de l'article 70 de la Constitution de la RDC. Cet arrêt que j'ai lu, qui n'est pas très long d'ailleurs, cet arrêt, d'un point de vue strictement juridique, est impeccable. L'article 70 dit ce que Innocent a rappelé, c'est-à-dire que le président, en exercice, même en fin de mandat, à la fin de son mandat, reste en fonction jusqu'à l'entrée en fonction de son successeur. Une disposition raisonnable, puisqu'il faut éviter le vide institutionnel. Le problème est donc la Cour constitutionnelle, je pense, a interprété l'article 70 comme il se devait, mais une Cour constitutionnelle plus active ou plus activiste aurait pu tout de même rappeler que ceci pose problème lorsque celui qui bénéficie de cette disposition constitutionnelle est lui-même responsable de cette situation. Hein. Donc si l'on n'organise jamais d'élection, on restera aussi longtemps qu'il n'y a pas de successeur, et donc il n'y aura pas de successeur, donc on reste. C'est ce qu'on appelle au Congo, parce que vous savez, les Congolais ont une imagination sémantique assez intéressante, c'est ce qu'on appelle au Congo le glissement. Hein, le glissement, et jusqu'où est-ce que le glissement peut aller? Il peut théoriquement être éternel, hein, jusqu'au moment de la mort de Kabila, parce que là, un autre article de la Constitution entre en vigueur, c'est l'intérim qui doit être assuré lorsqu'un président est définitivement incapable d'assumer sa fonction. Allez, je veux dire par là simplement que, et on a vu le même phénomène au Burundi, la Cour constitutionnelle burundaise a proposé une interprétation de la Constitution, je ne parle même pas de l'accord d'Arusha. Comme vous le savez, dans le contexte burundais, on dit oui, mais s'il faut également lire l'accord d'Arusha, etc. Ce n'est même pas le cas. La Cour constitutionnelle lit l'accord d'Arusha et en parle dans son arrêt, mais on n'a même pas besoin de l'accord d'Arusha pour constater que sur base de la Constitution burundaise même, le président Nkurunziza a terminé en 2015 son second et dernier mandat, ça c'est tout à fait clair,
là, nous savons évidemment que les membres de la Cour constitutionnelle ont été soumis à des pressions, voire des menaces de mort, tout à fait considérables. Comme vous le savez, un vice-président de la Cour constitutionnelle a fui le Burundi et a par la suite publié son récit dans Iwachu. Voilà, donc je voulais simplement, oui, et parlant d'institutions, quelque chose d'intéressant qui est en train de se passer, par exemple par rapport au Rwanda, lorsqu'on parle d'institutions, c'est le constat que j'ai publié il n'y a pas longtemps sur un site qui s'appelle African Arguments, où je dis que Kagame n'a pas peur, n'a pas peur de la justice internationale, mais qu'il a peur de la justice indépendante. Comme vous le savez, Kagame est parmi les Africains qui se trouvent dans cette même mouvance, qui veulent mettre fin, par exemple, à la Cour pénale internationale, au jeu de la juridiction universelle, ou de la compétence universelle, etc., en disant, oui, mais c'est paternaliste, ça discrimine contre les Africains, c'est anti-africain. Je signale en passant que ça dépend comment on voit les choses. Il est vrai que la plupart de ceux contre lesquels on a enquêté au niveau de la CPI, la Cour pénale internationale, que la plupart de ceux qui ont été, contre lesquels courent des instructions ou des enquêtes, voire ceux qui ont été poursuivis, voire même déjà condamnés, la majorité, en effet, ce sont des Africains. Mais on oublie de dire que la majorité des victimes sont également des Africains. Et donc, vu d'un point de vue populaire, la Cour pénale internationale est distinctement pro-africaine et pas anti-africaine. C'est donc le point de vue, ça dépend du point de vue que l'on prend. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a, enfin, cette plainte a été déposée il y a déjà plus d'1 an, mais que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est en train de... Il y a plusieurs affaires concernant le Rwanda, mais celle que l'on connaît le mieux, c'est celle intentée par Victoire Ingabire contre le Rwanda. Comme vous le savez, le Rwanda a retiré sa déclaration qui permettait les plaintes individuelles ou par des ONG, moins d'une semaine avant que l'affaire Ingabire allait être plaidée devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et cette Cour, hier ou avant-hier, a fait une déclaration disant « Oui, mais il y a un préavis, les États qui se retirent de cette déclaration. » Et la plupart des États africains, d'ailleurs, n'ont pas souscrit à cette déclaration, je dois le dire. Il n'y en a que 6 ou 7 qui l'ont fait. Mais qu'il faut un préavis de 12 mois avant de pouvoir retirer cette compétence individuelle de la Cour africaine. Et en d'autres termes, la Cour africaine a dit, hier ou avant-hier, a dit « Nous restons saisis pour les affaires qui ont été déposées, qui ont été introduites avant, c'est-à-dire 1 an avant, parce qu'il faut un préavis d'1 an, le retrait de la déclaration rwandaise. En d'autres termes, c'est très intéressant, la Cour africaine va se prononcer sur cette affaire. Et le Rwanda, en retirant sa déclaration, parce que le gouvernement rwandais a manifestement mal lu le protocole qui établit la Cour africaine, n'a manifestement pas vu qu'il faut un délai ou un préavis d'1 an, eh bien, la Cour va se prononcer. Et c'est quelque chose qu'à Kigali, on redoute énormément, parce que cette Cour est indépendante, ou pourrait se prononcer de façon indépendante. Et donc, en retirant sa déclaration, ce que le gouvernement rwandais montre, c'est le manque de confiance qu'il a lui-même dans sa propre justice. Sinon, il ne fallait pas avoir peur de ce que disait la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà, ça c'est pas le thème que j'allais aborder, mais c'est en fait des suggestions faites suite à la présentation excellente d'Innocent Pillera. Maintenant, j'en arrive à mon thème. Je commence par citer une déclaration de Mme Mogherini, que vous connaissez sans doute, c'est la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Et ça traite, mais par hasard, du Rwanda, ça aurait pu traiter dans notre pays. Mme Mogherini, c'était vers la mi-décembre, lorsqu'il était très clair que la constitution rwandaise allait être amendée dans le sens d'un mandat additionnel de 7 ans, plus 2 autres mandats additionnels de 5 ans, donc jusqu'en 2024, dit 2 choses. Elle dit d'abord, l'adoption de dispositions qui ne peuvent s'appliquer qu'à une seule personne affaiblit la crédibilité du processus de réforme constitutionnelle.
Et elle dit la modification de la Constitution rwandaise, qui ont été récemment approuvées par le Parlement, si elles sont confirmées par référendum, auraient de telles conséquences. Ça, c'est un. Mais deux, dans la même déclaration, et c'est cette déclaration qui m'a mis sur la piste de cette petite recherche que je vous présente maintenant, en primeur d'ailleurs, c'est un article qui paraîtra dans The Journal of Democracy d'ici un mois, en juillet. Donc ça n'a pas encore été présenté. Elle dit, et ça c'est le début de mes cogitations, dans les pays qui ont toujours respecté la limitation du nombre de mandats et autorisé l'alternance, les sociétés sont devenues plus résilientes et les institutions ont gagné en crédibilité. Il en existe de nombreux exemples sur le continent africain. Voilà. Ça, c'est une idée qui, à première vue, intuitivement paraît correcte et qui, en tout état de cause, est attrayante. Hein? Si c'était vrai, ce serait bien. Je me suis posé la question, est-ce vrai? Et donc, j'ai fait une recherche empirique. Et le thème de la limitation de mandat est devenu de plus en plus saillant, puisque de plus en plus d'États en Afrique ont en fait rayé la limitation du nombre de mandats. En 2015, on a évoqué, Innocent a évoqué le Rwanda, bien évidemment, décembre 2015, mais également la République du Congo a, pour la deuxième fois, rayé la limitation du nombre de mandats. Au Sud-Soudan, où il n'y a pas de limitation du nombre de mandats, une fois de plus en 2015, le mandat en cours du président Salva Kiir a été prolongé de 3 ans. On a évoqué, Innocent a évoqué l'Ouganda. En février de cette année, Museveni a été réélu alors qu'on avait rayé la limitation du nombre de mandats en 2005 déjà. Et je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. Encore un de cette année, Djibouti. Le président Guelleh a été réélu en avril, donc il y a moins de 2 mois, enfin il y a un mois, le 8 avril, a été réélu pour un 4e terme, un 4e mandat, alors qu'il avait juré qu'en 2011, que son dernier mandat serait son dernier. Ça me fait penser à une déclaration faite un jour par le président Kagame, lorsqu'il était encore opposé, en tout cas officiellement, à une élimination du nombre de mandats, que ceux qui demandent un 3e mandat, généralement en demandent un 4e et un 5e aussi. Kagame qui parle en 2010, ben c'est exactement ce qui vient d'être fait aujourd'hui. Donc il avait raison en 2010. On en demande un 3e et on en prend en passant un 4e et un 5e. Et qui sait, en 2033, on peut revoir la Constitution après que le peuple rwandais l'ait voulu. Il y a des exceptions à cette tendance, heureusement. Par exemple, encore, je parle de choses très récentes, fin mars de cette année-ci, le Bénin, le président Boni au Bénin, qui était à la fin de son 2e mandat, constitutionnellement permis, n'a pas été candidat, ne s'est pas porté candidat, et le candidat de son parti a perdu l'élection présidentielle en faveur d'un candidat de l'opposition. Ce candidat de l'opposition, Patrice Talon, a immédiatement, lorsqu'il a pris sa fonction, a confirmé une promesse faite pendant la campagne qui limiterait désormais le nombre de mandats à 1. Maintenant, on verra bien ce que Talon fera d'ici à la fin de son mandat. Je vais maintenant essayer de vérifier, et simplement empiriquement, essayer de vérifier si ce que Mme Mogherini dit est vrai. Et j'ai fait, pour faire cette démonstration, qui pour moi était une question, je n'avais pas d'hypothèse, j'avais la question. Et donc, j'ai construit 2 ensembles de données. Mon premier ensemble, c'est un aperçu des limitations ou non du nombre de mandats présidentiels en Afrique subsaharienne. Nous parlons de 48 pays. Enfin, au début de mon échantillon, l'Érythrée n'existait pas encore, c'était 46, et puis un peu plus tard, le Sud-Soudan s'est ajouté, donc 48 au total. Une étude typiquement quantitative, qui ne regarde que le texte de la Constitution, dirait, bon, si la Constitution prévoit une limitation de mandat, je dis oui, hein, dans mon schéma c'est oui, et si la Constitution ne prévoit pas, c'est non. J'ai corrigé cette approche quantitative par des éléments qualitatifs, et je
je ne reprends pas, et c'est important de signaler, même si la Constitution prévoit une limitation au nombre de mandats, j'enlève de ces constitutions-là 3 situations. La première situation, c'est les constitutions prévoient une limitation du nombre de mandats, mais on n'organise pas d'élections. Ça a été le cas en Angola entre 1992 et 2012. C'est le cas de l'Érythrée depuis son indépendance, en 1993. Limitation du nombre de mandats, mais pas d'élection. Pour moi, ça équivaut à pas de limitation de nombre de mandats. Deuxième situation, ce sont des cas où les limitations de mandats n'ont pas été respectées. Elles existent, mais ne sont pas respectées. Parfois d'ailleurs en vertu de décisions de la Cour constitutionnelle. On pense au Burundi notamment, mais également en 2005 au Burkina Faso, mais on l'a vu également en Côte d'Ivoire en 2010 et au Soudan depuis 2005 déjà. Ça fait plus de 10 ans qu'au Soudan, alors qu'il y a une limitation du nombre de mandats, on ne la respecte pas. Et alors le troisième groupe qui est le plus fréquent, ce sont des cas, et ça c'est notamment le cas du Rwanda, ce sont les cas où la limitation du nombre de mandats n'a pas été testée. Le président en exercice n'est jamais arrivé au terme de son, disons, deuxième mandat. Il y en a parfois 3, mais c'est généralement 2. Jamais arrivé au terme de son second et dernier mandat. Et, je souligne bien, parce qu'il faut une combinaison des deux, et où on a procédé à une révision constitutionnelle enlevant ou éliminant le nombre de mandat présidentiel. Ça a été le cas au Cameroun en 2008, Tchad 2005, République du Congo 2015, Djibouti 2010, Guinée équatoriale 2011, Gabon 2003, Guinée 2001, Rwanda 2015, Togo 2002 et Ouganda 2005. C'est beaucoup, non? Et donc, j'ai codé ces 3 situations-là que je viens de décrire comme étant des situations d'absence de limitation de mandat, même de limitation du nombre de mandats, même si la Constitution les prévoit. Et alors, vous allez voir ce que ça donne. Ça donne ceci. Donc, on constate de façon assez prévisible, parce que ça c'est le vent du changement, la démocratisation de l'Afrique à partir de 90, la chute du mur de Berlin, on voit une augmentation assez nette de constitutions qui ont une limitation du nombre de mandats et une baisse correspondante, bien évidemment, parce que nous parlons du même nombre de pays, des pays qui n'ont pas. Donc vous voyez, le rouge, c'est des pays sans limitation du nombre de mandats, le bleu, c'est avec nombre de limitations de mandats. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 95, on voit un tassement. Ça ne continue pas, cette évolution ne continue pas. Et on a même, entre 1995 et 2005, une légère diminution de pays qui ont une limitation du nombre de mandats par rapport à ceux qui ne l'ont pas. Il est vrai que par la suite, il y a eu une augmentation de pays ayant des limitations de mandats, dans le sens que je l'entends, parce que ce n'est pas forcément comme ça qu'on le voit dans la Constitution, mais j'observe tout de même que le nombre de pays qui ont une limitation du nombre de mandats n'est que plus élevé que d'un tiers des pays qui ne l'ont pas. En d'autres termes, c'est une pratique dont il faut constater au moins qu'elle n'a pas pénétré complètement à travers toute l'Afrique. Bon, ça c'est mon premier schéma. Mais là, je n'ai rien prouvé concernant les rapports entre limitation du nombre de mandats et qualité de la démocratie. J'ai également fait un deuxième ensemble de données que j'appelle, parce que l'article est en anglais, Composite Democracy Index, indice composite de la démocratie. Pour faire très bref, je prends 4 indices existants et que vous connaissez ou que certains, ou dont vous en connaissez certains, Freedom House, Political Rights, Polity4, Bertelsmann's Transformation Index ou Democracy Index et Economist Democracy Index. Pourquoi est-ce que j'en prends 4? Je combine ces 4, je les réduis à une échelle de 0 à 10, j'en fais un indice composé ou composite parce que ces indices pris individuellement donnent parfois des résultats assez divers et que ce soit assez arbitraire d'en choisir un et pas un autre. Donc je les prends tous les 4, je les combine et j'en fais un indice. Qu'est-ce que ça donne? Des données absolument spectaculaires qui
qui confirme une très forte corrélation entre limitation du nombre de mandats et qualité de la démocratie. Sachant que, ça ce sont mes average rankings, ça c'est mon indice composite de la démocratie. Hein. C'est sur 10. Donc le 3,5 que vous voyez là, c'est sur 10. Ou le 6,9 là, c'est sur 10. 10 étant le meilleur, 0 étant le moins bon, pour le moins bien, 10 étant le meilleur. Qu'est-ce qu'on constate? Une différence statistiquement absolument très forte entre pays qui n'ont pas de limitation du nombre de mandats et les indices démocratiques faibles. 3,5 comparé, parce que la deuxième partie du tableau, ce sont des pays avec des limitations du nombre de mandats, et là vous voyez l'indice. Donc en 2000, nous avons 3,5 pour ceux qui n'ont pas de limitation du nombre de mandats, nous avons 6,9 pour ceux qui en ont. Et vous voyez l'évolution, c'est vrai que la différence entre les deux a tendance à se rétrécir, comme vous le voyez, de 3,5 à 4 et de 6,9 à 6,1, mais ça reste statistiquement extrêmement significatif. Donc ça c'est un. Là et je pourrais fermer les livres ici, mais je ne peux pas, et je vous expliquerai pourquoi. Ce que j'ai démontré ici, et on pourrait intuitivement estimer que Mme Mogherini avait raison, qu'il ne fallait pas faire tout ce calcul, parce que ce petit tableau, je vous assure, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut, de 1990 à 2015, pour 48 pays, il faut d'abord vérifier les dispositions constitutionnelles, et puis ensuite établir l'indice composite de la démocratie. Ce n'est pas évident, hein, ça fait derrière ce petit tableau, il y a une banque de données et des statistiques assez considérables. Mais on pourrait se dire, oui, mais, oui, vous avez maintenant empiriquement montré que ce que Mme Mogherini dit est vrai. Bon. La question suivante est plus difficile, est la question de la causalité. Qu'est-ce qui vient le premier? Est-ce que la démocratie, ou un certain niveau de démocratie, amène plus de respect pour la limitation du nombre de mandats présidentiels, ou est-ce que la limitation du nombre de mandats présidentiels mène à plus de démocratie? Quelle est la causalité? Je vais... parce que bon, il y a beaucoup de... J'adresse pas mal de littérature dans mon article, mais ça je ne vais pas le faire, je vais tout de suite aller aux données. Et je me suis adressé à cette question de causalité en faisant une comparaison entre pays ou entre situations. Trois types de situations. Primo, des pays qui ont enlevé la limitation du nombre de mandats, qui les ont rayés de leur constitution. Deuxièmement, des pays où l'on a tenté de le faire, mais ça a échoué, pour des raisons, par exemple, de contestation populaire, etc. Pas toujours avec la violence, mais on a essayé et ça n'a pas marché. Ou parce que le Parlement n'a pas suivi. À une voix près, parfois. Hein. Et troisièmement, une situation de pays où cela n'a jamais été tenté, où les limitations du nombre de mandats présidentiels existent et on n'a jamais tenté de les éliminer. Et ça donne quelque chose de nouveau, de spectaculaire sur là, c'est très petit, et je ne sais pas si vous pouvez lire tout ça, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ma première colonne, ça, ce sont les pays, oui, il y a un certain nombre de pays que vous ne voyez pas là-dedans, je ne vais pas trop élaborer pourquoi, mais il y a de bonnes raisons de ne pas inclure un certain nombre de pays dans ces tableaux. Par exemple, des pays qui, pendant la période, parce que c'est la période entre 2000, vous voyez ici, entre 2000 et 2015, des pays qui, pendant cette période, étaient en guerre civile, où il y avait un coup d'État, où on n'organisait tout simplement pas d'élections, etc. Tout ça, ça a un impact sur l'indice composite de la démocratie. Et donc, ça se limite à... Ce tableau ne reprend pas, pour cette raison-là, les 48 pays. Hein. Mais l'échantillon est suffisamment large. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ça, ce sont les pays où, pendant cette période, le nombre de mandats, ou la limitation au nombre de mandats présidentiels a été éliminé. Cameroun, Tchad, je les ai déjà cités, Cameroun, Tchad, Congo, République, Djibouti, Guinée équatoriale, Gabon, Rwanda, Togo, Ouganda.
je prends la moyenne de l'indice composite de la démocratie et j'arrive pour ces pays-là à une moyenne de 3,6. Quand je regarde les pays où on a tenté, c'est ce groupe-ci, on a tenté d'éliminer la limitation du nombre de mandats, mais on a échoué, c'est-à-dire au Burkina Faso en 2014, Malawi 2002, Nigeria 2006, Zambie 2001, l'indice, la moyenne de l'indice est de 5,7. De 3,6 à 5,7, c'est déjà une différence considérable, mais alors, quand on prend les pays où ça n'a pas été essayé, et je ne vais pas tous les lire, mais là, notre moyenne est de 7,2. Donc, de 3,6 à 5,7 à 7,2, ça, c'est une différence, une évolution absolument statistiquement significative. Qu'est-ce que ça suggère? C'est que la démocratie vient d'abord le respect pour la limitation du nombre de mandats après. Hein? Parce que sinon, si ça n'avait pas été le cas, ces pays qui ont enlevé la limitation du nombre de mandats présidentiels n'afficheraient pas tous un score extrêmement bas au niveau de leur indice de qualité de la démocratie. Donc la causalité va plutôt, je dis plutôt, et je vais terminer avec ce point d'ailleurs, ça va plutôt dans le sens de démocratie d'abord, soit limitation du nombre de mandats, soit également respect pour la limitation de mandats, ensuite. Ce qui, évidemment, si c'était une loi en béton, serait une mauvaise nouvelle, parce que ça suggérerait l'impossibilité d'évolution. Hein, les États qui sont faiblement démocratiques le resteraient, puisque rien ne changerait. Hein, donc, puisque ce n'est pas la limitation qui mène à la démocratie, mais la démocratie qui mène à la limitation. Ce n'est pas tout à fait vrai, heureusement, et je vais vous donner un seul exemple, en fait. Et c'est le Nigeria. Vous voyez le Nigeria, là, parmi les États 2006 qui ont tenté, mais en vain, d'enlever le nombre ou la limitation du nombre de mandats. C'était le président Obasanjo, à l'époque, qui a voulu cela parce qu'il y avait de nouvelles élections en 2007 et il arrivait à la fin de son second mandat. Il a voulu modifier la Constitution et pour des raisons trop longues à expliquer ici, concurrence ou rivalité dans les élites politiques, parce qu'il y en avait d'autres qui voulaient devenir président aussi, hein, et qui voulaient dire, hein, au Rwanda, ce serait assez difficile et très dangereux de dire, moi je voudrais bien être président, hein, je voudrais bien remplacer Kagame là, en 2017. J'avais déjà entendu quelqu'un dire ça. C'est même assez dangereux de dire une chose pareille, si l'on est à l'intérieur du Rwanda. Demandez à Victoire Ingabire, d'ailleurs. Parce que les débats au Parlement au sujet d'un amendement éventuel, révision éventuelle, ont été largement télévisés et l'opinion publique a suivi ça et n'a pas aimé ça. Il y a eu une mobilisation de la société civile, de l'opposition, pas de violence. Et en fin de compte, on a abandonné l'idée. Donc, en d'autres termes, il y avait un élément de démocratie qui a empêché, c'est pour ça que le Nigeria, à l'époque, était à 5,6 en 2006, parce que ça, c'est les indices composites dans l'année en question, durant l'année en question, ce qui en fait un pays moyen dans ce hit parade, si vous voulez. Donc, il y avait un élément qui empêchait Obasanjo d'aboutir avec son plan, mais d'autre part, ce fait-là, et qu'il a été par la suite succédé par quelqu'un d'autre, par Goodluck, Jonathan, a ouvert davantage le champ politique, et la meilleure preuve, c'est évidemment les élections de 2015, lorsque le président en fonction a perdu l'élection, a perdu le scrutin en faveur de Buhari, qui a été élu, et son prédécesseur, défait lors de l'élection présidentielle en 2015, a accepté sa défaite, comme on le voit dans d'autres pays, mais comme on ne le voit pas dans certains autres pays. Donc, en d'autres termes, tout ce que je veux dire, c'est que même si la causalité, sur base de cette donnée-ci, est une causalité qui va de la démocratie vers le respect
de la limitation du nombre de mandats, que cette causalité n'est pas si uniforme et pas si uniligne ou monoligne que cela. Il y a évidemment des influences réciproques, et il faut bien l'espérer, parce que sinon, comme je l'ai dit, aucune évolution dans le sens de la démocratie ne serait possible. Voilà, je vais me limiter à ça. Vous êtes les, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vraiment des bénéficiaires, parce que c'est assez sec, hein, tout ça, mais vous êtes les premiers à entendre ceci, et d'ici un mois, le reste du monde le lira dans le Journal of Democracy. Je vous remercie.